Si. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les présidents des différentes associations, je suis obligé de faire cette petite démarche protocolaire en introduction puisque Audrey Gatien a eu la chance de pouvoir intervenir. Que dire de plus simplement par rapport à ce que l'on sait du PDU, la manière dont on doit l'aborder, puisque maintenant il va falloir qu'on apprenne à changer de langage d'ailleurs, puisque c'est le plan de mobilité qui va s'imposer. Et comment réussir à avancer justement sur ce travail qui est extrêmement intéressant, très posé, que je vous invite à lire, parce que ce matin, je suis venu et j'ai écouté tout ce qui s'est dit. Vous avez beaucoup de réponses qui sont là-dedans, dans le sens où on a parlé de la présence des scooters, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Il y a des objectifs qui sont quantifiés, qui sont chiffrés, dont l'élément que vous avez vu tout à l'heure concernant les 5% de part modale pour le vélo, qui va être poussé à 7%, alors qu'au niveau national, on est à 9%. Et quand je me suis emparé de ce document pour pouvoir travailler sur un secteur on ne peut plus conservateur, qui est le 11-12, je me suis dit que si on ne faisait pas un effort pédagogique, et c'est le rôle aussi de la mairie, et donc là-dessus j'ai eu l'appui total du maire de secteur, qui a parfaitement compris, c'est qu'on a organisé tout un ensemble de réunions qu'on a intitulées des copiles en quelque sorte, mais qui n'en sont pas vraiment, où le dernier, les deux représentants de Vélo Sapiens, qui sont M. Comble et M. Buffard, ont été invités. Madame Gatien aussi, mais je crois qu'elle avait autre chose à faire dans un premier temps. Mais on va devoir de toute façon se croiser et se revoir, parce que justement, on va être dans le cadre de la déclinaison de ce PDU sur les bassins de proximité. Puisque le plan de mobilité définit donc 6 grands bassins, qui sont Marseille, Aix, on va jusqu'à Fos de l'autre côté. Et ensuite, on a des bassins de proximité sur Marseille et un plan local de proximité va concerner le secteur Est. Donc le nôtre, en l'occurrence, 11-12, 13-14, plan de Cuc et Allo. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment commencer à rentrer dans le détail. Puisqu'en fait, ce PDU, c'est essentiellement un livre d'intention, de préconisation, mais sur lequel il y a des choses qui ne sont pas entièrement définies parce qu'on va devoir aller coller à la réalité. Et moi, personnellement, comme je dis, je suis citoyen, architecte et politique. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est le travail sur le terrain. C'est comment est-ce qu'on va interpréter ça. On a parlé ce matin justement des 3 pistes cyclables qui concernent notre secteur. Excusez-moi, j'enlève le masque le temps de la prise de parole. Le secteur, donc on a la ligne 2 qui est la vallée de l'Uvonne par exemple. On a échangé tout à l'heure avec Madame Balestrini sur l'impossibilité totale de toute façon de faire une continuité cyclable tout le long, parce que l'Uvonne est extrêmement sinueuse et en plus de ça est entrecoupée par des ponts, que ce soit des ponts ferroviaires, que ce soit des ponts autoroutiers, des ponts routiers. Et là on a quasiment une problématique qui est celle de faire passer une voie sous ces ponts. La SNCF s'y refuse. L'autoroute, donc l'État s'y refuse aussi. Et donc on va devoir trouver à un moment donné des éléments, des échappatoires, une continuité. On a découvert en faisant le travail sur le plan local qu'il y avait toute une longue voie, on avait eu l'occasion d'en parler en vision, qui part depuis le dépôt de Saint-Pierre et qui va pratiquement jusqu'aux Trois Palmes, sur lequel là on est en train de travailler en programmation, parce qu'en fait tout ça se fait par programmation annuelle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Des fois quand on se pose des questions, on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Ça marche par des programmations qui sont des programmations annuelles. Donc le but du jeu, c'est pas de rater l'échéance. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Et on a quand même évidemment une problématique entre les services. Ça, c'est pas nouveau. On a parlé ce matin. C'est vraiment l'essentiel du travail qu'on a à faire. Quand je suis arrivé, moi, j'ai dit j'ai 1 an pour comprendre. Et on va commencer à travailler au bout de la 2e année. Je peux vous garantir qu'il va falloir encore une 2e année pour qu'on arrive quelque part à avoir quelque chose qui soit cohérent entre les services, qui ont pris depuis très longtemps l'habitude de travailler de manière séparée. Donc arriver à faire en sorte que tout le monde se réunisse autour d'une table, on s'est donné cette espèce de challenge à la mairie de secteur, c'était régulièrement de faire des points et de demander à tout le monde de venir travailler. Travailler. C'est-à-dire pas dans l'échange comme ça, en faisant des annonces ou des incantations, c'est de venir travailler. Et on prend un sujet, on prend un thème et on le travaille. Donc juste pour vous dire, et après je libère la parole, sur l'histoire du PDM, j'ai fait un diaporama, auquel je pourrais donner accès d'ailleurs, tout à fait, qui est une synthèse du PDU. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Tout simplement parce que j'ai commencé par faire le PDM, la synthèse, parce qu'il y a un plan de mobilité à l'échelle nationale qui est intégré dans la LOM, avec horizon 2050. Alors chaque fois que je parle de 2050, tout le monde me regarde en disant 2050, les présidents des CIQ, mais on sera tous morts. Et je leur dis non, ça c'est l'objectif, c'est la COP 21. C'est le but ultime qu'on doit essayer d'atteindre.
Et vous avez à l'élément, donc il y a 10 points, en fait, si vous voulez, qui est un peu comme l'étape de la loi. Et le point numéro 5, c'est sensibiliser les particuliers et les professionnels. Voilà, ça, c'est le point le plus important. Je me dis, voilà la porte d'entrée qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir discuter, échanger, de manière à ce que tout un chacun prenne l'information et puisse se l'accaparer. En disant, de toute façon, on va dans ce sens-là, il n'y aura pas de machine arrière. Si vous voulez essayer de ramer à contre-courant, ça ne le fera pas. C'est compliqué. Mais en même temps, comme on l'a dit, il faut de l'obstination. Il faut considérer vraiment qu'on est en phase de transition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas opposer tous les modes de déplacement. Il va falloir faire du remplacement de modes de déplacement. Il va falloir effectivement, sur le plan cyclable, travailler beaucoup, mais on s'aperçoit que quand on prend ces fameuses lignes, la vallée de l'Uvonne, c'est compliqué. La ligne numéro 2, elle a la 7, pardon. Elle a moins de problèmes parce qu'elle est sur la L2. Donc là, on a des raccords qui sont à faire. Mais même les raccords, c'est compliqué. Parce que la L2, c'est l'État. Et dessus, on a la gestion des espaces verts de la ville. Et quand vous consultez les différents services, personne ne veut prendre tous ces budgets-là. Parce que c'est compliqué, il va falloir entretenir, donc il faut engager la discussion, il faut motiver la métropole. Pour dire, voilà, là on veut un bout de raccord, c'est prévu, c'est vendu, entre parenthèses, on le veut. Mais ça peut durer 1 an à 1 an et demi de discussion. Qui fait quoi? Comment est-ce qu'on avance? Donc sur la L2, il n'y a pas de problème. Par contre, la ligne numéro 6, alors elle qui passe par Saint-Barnabé et qui monte jusqu'au Trois-Lucs, je vous invite à la prendre. Si on arrive là, sans expropriation, à faire une piste cyclable sécurisée, il va falloir se lever tôt. D'ailleurs, elle est en pointillé. Donc, on a aussi une deuxième approche. On a eu l'occasion de la faire avec les associations cyclables. C'est les fameuses zones apaisées, les zones de rencontre. Aux abords des écoles, je crois que vous avez pris ça en main. Ça fait partie des choses aussi qui sont importantes. On a souvent malheureusement des mamans qui voudraient pouvoir rentrer dans l'école pour faire descendre leurs enfants, qui n'hésitent pas à écraser ceux des voisins d'ailleurs au passage. Donc ça c'est un vrai problème. Et on s'aperçoit que là par contre on a un consensus avec les CIQ, parce que souvent ces écoles sont dans des endroits un petit peu secondaires. Et là ils nous disent mais il faut qu'on baisse la vitesse des voitures. Donc là faire des zones apaisées, on va essayer d'en faire une liste. On a commencé à en faire une liste, on a une carte de travail interactive, d'ailleurs sur laquelle on a porté toutes les observations de Ramdam, et qui sont un guide pour moi. Et régulièrement, quand un service fait quelque chose et qu'on n'a pas tenu compte de l'application, je monte au créneau. Ce n'est pas toujours évident, parce que moi, je joue la transparence, ce n'est pas toujours le cas en sens inverse. Il y a des habitudes qui sont comme ça. Donc, ce n'est pas forcément politique au sens politicien, mais ce sont des habitudes qu'il faut arriver à rompre et arriver à faire en sorte de travailler de manière collégiale avec l'urbanisme, avec la voirie, avec le développement durable. Ce n'est pas toujours évident. Or, on sait très bien que la mobilité, justement, la mobilité et l'urbanisme, ça va ensemble, puisque ce sont des propositions aussi qu'on fait. C'est très compliqué aussi, par exemple, de travailler avec la RTM, qui est toujours dans une manière de fonctionner qui est sa fonction propre. C'est pour ça qu'on voit des choses un peu bizarres dans cette ville, des lignes de métro qui font des U, qui repartent, on a l'impression que ce n'est pas cohérent, mais pour la RTM, ça l'est. Parce que chaque fois, elle fait une évaluation de la quantité de personnes qu'elle peut récupérer au passage et le coût que ça représente. Parce que forcément, à un moment donné, il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc c'est vrai que des fois on a des discussions et des échanges. On s'est battu là avant au niveau de la mairie de secteur, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les plans qui étaient présentés au niveau de l'État, il n'y avait rien pour le 11-12. Alors qu'on a le prolongement de la ligne de tramway qui est prévue, qui est inscrite au PDU. Alors on nous a assuré, non, mais c'est une erreur. Alors chaque fois que je voyais passer la carte, crac, j'ai envoyé un petit SMS au maire, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que si c'est vendu au président, il est hors de question que quelque part on n'ait pas le prolongement. On a eu la garantie qu'on avait bien prévu en 2030, on n'est pas pressé chez nous, le prolongement du tramway jusqu'à la zone de la Valentine, puisque le deuxième travail qu'on fait aussi, au-delà de l'information des CIQ, c'est on fait des réunions avec toutes les entreprises, puisque là on a les générateurs de mobilité, il y en a 5 qui sont déclinés dans le PDU, et dont les zones d'entreprise et bassins d'emploi. Et le questionner les entreprises, c'est aussi très important, parce qu'on a vu ce matin qu'on avait des problèmes d'information et de remontée d'information. Et je vous donne un petit exemple qui est très intéressant. Une grande enseigne, elle, qui est toujours dans le principe de no parking, no business. Donc, est-ce que vous avez mis en place un plan de mobilité employeur? Non. Vous avez d'autres enseignes? Oui. Et ils nous donnent des chiffres. Et ces chiffres sont intéressants parce qu'on s'aperçoit que toutes ces grandes enseignes, en fait, si vous voulez, tout le personnel vient de plus de 30 km de distance. Donc, eux, leur parler de vélo, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, au niveau des clients, est-ce qu'il y a des clients qui viennent? Alors, ils ne sont pas forcément contre. Vous avez des enseignes qui sont plus avancées.
La dernière fois, nous avons eu une information sur une enseigne qui est en préparation d'un développement, qui est à côté de la ligne de tramway. Et il faut savoir que les déplacements en transport en commun sur les zones commerciales, c'est moins de 15%. L'essentiel se fait en voiture parce que les gens vont remplir leur caddie et remplir leur coffre. Et bien là, cette petite supérette, c'est 30% de sa clientèle qui vient en transport en commun. J'ai dit comme quoi il faut garder espoir. Alors que la même enseigne sur l'avenue des Peintres-Roux, c'est 5%. Ces informations, pour nous, elles sont importantes et surtout de les avoir. Pas uniquement de lire comme ça des informations qui, bien souvent, quand vous le voyez dans le PDU, c'est l'enquête des ménages de 2007 ou 2013. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont plus forcément à jour. Donc ce travail de terrain, c'est celui qui m'intéresse, c'est celui qui me passionne, et c'est celui qui va nous permettre à un moment donné de faire la déclinaison du plan de mobilité métropolitain, qui pour beaucoup, ce sont des grandes lignes directrices avec des objectifs à atteindre, mais après c'est le travail sur le terrain. Et là, on va essayer de tous travailler ensemble. Là, on va commencer avec Mme Gassian. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger parce qu'on était tous en phase de réflexion et de recherche. Quand on va commencer à décliner sur les bassins, là, on va être obligé de le faire. Parce qu'on a des coutures qui vont devoir se faire. On va avoir des échanges qui seront fructueux, des fois qui seront, j'allais dire, peut-être un peu rudes, mais je crois que le vice-président de la métropole de Grenoble nous l'avait dit dans une interview, un homme assez remarquable, et il a eu une position qui est extraordinaire. C'est prendre et considérer le vélo comme un mode de transport comme les autres. C'est un changement culturel d'habitude qui est énorme. On ne s'en rend pas compte. Ici, j'allais dire, on est tous convaincus, même si nous ne sommes pas forcément du même bord politique, nous sommes tous convaincus que de toute façon, ce changement de comportement, il va falloir devoir se faire, mais on ne va pas pouvoir aller à la confrontation. Donc il va falloir essayer de trouver des solutions comme ça, tout doucement, pour faire en sorte que les comportements changent. On a un gros problème sur les transports en commun et les transports lourds. Ça, je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Dans le sens, si vous voulez, où un bus dans les embouteillages, ça ne sert à rien. Le métro et le tramway, ce sont des choses qui sont lourdes, mais qui sont nécessaires. D'ailleurs, la MRAE, en faisant l'analyse sur le PDU, dit, et je terminerai là-dessus, forcément, il faut faire des pôles d'échange multimodaux avec des parkings relais. Or, aujourd'hui, par exemple, avec la mise en circulation de la L2, les parkings relais de la Fourragère qui vont doubler sont saturés. Et en plus de ça, il y a une congestion, parce que ça a été prévu à l'époque, il y a 30 ans, on n'a pas corrigé ça, et on a des bretelles de sortie et d'entrée qui sont complètement aberrantes. Bon, c'est comme ça. On se retrouve à sortir des dossiers qui ont 20 ans, 30 ans, qui ont très peu évolué. Donc il faut à tout prix qu'on traverse cette L2. Alors elle est traversée par le tramway d'une part, et il se trouve que la station de la Fourragère, elle a été prévue pour passer sous la L2. Donc nous l'avons mis dans l'enquête publique au niveau du PDU, ça n'a pas été pris en compte tout de suite, parce que là c'est 200 millions d'euros, 90 millions d'euros le kilomètre pour aller jusqu'au Cailleul. Mais si demain on imagine que par exemple on ait le fameux tramway des collines, ou pas, ou quelque chose de différent, c'est peut-être pas au Cailleul qu'il faudra aller, mais plutôt monter sur les Trois-Lucs pour aller se connecter. Donc ce travail-là, on va commencer à le faire avec la métropole sur le plan local de mobilité. La représentante de la métropole a dit, je pense que dans l'11-12, vous avez suffisamment avancé. Il nous a donné justement l'exemple de la Ciotat, où maintenant on va travailler avec les services. Parce que je ne sais pas vous, mais nous, on a un problème au niveau des élus, où la consigne, c'est les élus par les élus et les services par le service. Donc moi, au début de mon mandat, je suis allé un peu rentrer dedans, j'ai l'habitude, par mon métier, je veux dire, j'aime bien savoir qui fait quoi. On m'a dit à un moment donné, oula, attention, de manière un peu protocolaire. Bon, entre-temps, j'ai gardé les contacts, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. On sait très bien que derrière les institutions, il y a des hommes et des femmes. Et le contact humain, c'est le plus important. C'est là-dessus qu'on arrive à avancer, surtout à perdre le moins de temps possible. Mais c'est compliqué. Alors il faudra être déterminé et acharné. Voilà tout ce que je pouvais vous dire en complément de ce qu'a dit Mme Gassian. Merci beaucoup, M. Vert.